Économie le max sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. Au sommaire aujourd'hui, la Russie en plein cauchemar. Moins 20% en 2 jours pour le rouble, plus 6,5 points pour le taux directeur à 17% et des ventes massives de devises étrangères. Ne manque plus qu'un défaut de paiement pour un pays encore hanté par le précédent de 1998. Alors le risque est-il réel? Nous interrogerons Dov Zera. Et puis comment sortir d'une situation où les revenus du foyer dépassent ses dépenses courantes et le remboursement de prêts divers? Souvent confrontés à ce qui est clairement une tendance dans les pays développés, les Israéliens disposent aujourd'hui d'outils efficaces. Certaines ONG affichent, vous le verrez, de vrais résultats. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Un point rapide avant cela sur l'actu économique du jour en images. Et la finance mondiale a sans aucun doute les yeux rivés aujourd'hui sur la Grèce, qui élit via son Parlement son nouveau président. Un scrutin à haut risque car un échec des parlementaires à s'accorder sur le choix du chef d'État provoquerait la tenue de législatives anticipées, avec dans ce cas la porte ouverte aux eurosceptiques et le parti Syriza notamment qui prône la rupture avec les politiques d'austérité. De quoi alarmer les créanciers d'Athènes et la bourse locale qui a plongé de 20% en 3 jours, avec des taux obligataires qui ont grimpé au-delà des 9%. Il y a des risques, car il y a de l'incertitude pour l'ensemble de l'économie. Et une incertitude prolongée quant à l'issue du scrutin augmente la forte volatilité inhérente aux périodes électorales. Et un chiffre pour la zone euro, celui de l'inflation, rien ne s'arrange, plus 0,3% seulement en novembre contre 0,4% au mois d'octobre. La déflation est proche plus que jamais. L'Europe de l'Est intéresse la Chine, sommet consacré à l'économie hier à Belgrade, en Serbie. Et objectif, le développement des infrastructures de transport et les ports surtout autour de l'Adriatique. Pékin y voit un réel potentiel, une tête de pont pour ses exportations. Li Keqiang, son Premier ministre, en a profité pour prôner un euro fort et annoncer aussi de nouveaux fonds d'investissement. Nous encourageons les pays du centre-est de l'Europe à profiter pleinement d'une ligne de crédit de 10 milliards de dollars. La Chine prendra des mesures pour réduire le coût de l'emprunt. Nous pouvons créer un nouveau fonds d'investissement de 3 milliards de dollars. Cette région peut devenir le prochain moteur de croissance en Europe, une locomotive qui va sortir d'une dangereuse stagnation. Il y a un énorme potentiel pour un partenariat solide, transport, infrastructure et énergie. La croissance économique est notre priorité. Voilà, à savoir 80% du commerce de la Chine avec le vieux continent se fait par la mer. Détour par le Brésil où c'est un scandale de corruption qui est au cœur de l'actualité depuis plusieurs semaines maintenant. Il vise le géant national du pétrole, Petrobras. Et lundi, le parquet brésilien a ouvert des poursuites contre un deuxième ex-directeur du groupe. Il est accusé d'avoir reçu des pots de vin, 40 millions de dollars il y a 7 ans, en échange de contrats. Et à Rio, certains ont voulu exprimer leur ras-le-bol. La corruption a atteint un niveau encore jamais vu dans l'histoire de notre monde moderne. Et nous, citoyens, nous voulons un pays meilleur pour nos enfants. Il fallait que nous venions manifester. Voilà, l'action Petrobras à la bourse de Sao Paulo est à son plus bas niveau en 10 ans. Et puis les images de l'inauguration en grande pompe hier d'un 3e pont qui enjambe sur 1,5 km la lagune d'Abidjan. Ouvrage majeur à 270 millions d'euros, symbole aussi de la relance économique de la Côte d'Ivoire après une décennie de crise politique. Un atout sans doute pour le président Ouattara à moins d'1 an de la prochaine présidentielle. Des milliers de personnes, vous le voyez, ont assisté à l'événement en présence aussi du PDG de Bouygues, dont l'une des filiales a réalisé les travaux. Moteur de la croissance régionale, la Côte d'Ivoire se relève d'une histoire récente, mouvementée, mais riche de multiples promesses. Le pont Henri Conan Bédier en est l'emblème et je suis très fier que notre groupe ait participé à cette belle réalisation. Je voudrais que le pont Henri Conan Bédier nous rappelle à tous que, unis, confiants et en paix, nous pouvons transformer notre pays. Nous pouvons le rendre encore plus grand, le faire rayonner par-delà nos frontières, en apportant bien-être et fierté à chacun et à chacune de nos compatriotes et de toute la population vivant sur le sol ivoirien. Oui, la Côte d'Ivoire est au travail et notre pays avance et il avance vite.
Et on se penche sur le cas de la Russie. Que s'est-il passé ces 2 derniers jours pour qu'un tel effondrement du rouble puisse survenir? Moins 9% lundi, moins 7 mardi et surtout moins 50% face au dollar depuis le début de l'année. Alors les principales raisons sont connues, sanctions occidentales et chute des cours du pétrole. Mais jusqu'où ce scénario catastrophe peut-il faire sombrer Moscou? Avant d'en parler avec Dov Zera, le rappel des faits de Johanna Citruc. Une hausse radicale du taux directeur de 10,5 à 17%. Et après la Banque centrale dans la nuit de lundi à mardi, c'est au tour du ministère des Finances de venir en aide à l'économie russe. Il va vendre des devises étrangères pour soutenir le rouble. Cela fait déjà un certain temps que le marché se trouve dans un état de panique. La demande pour les devises étrangères reste élevée et tout le monde pense qu'il n'y a aucun signe annonciateur d'un renforcement du rouble. L'objectif est de jouer avec la disponibilité des monnaies. En augmentant le volume de devises étrangères sur les marchés russes, leur valeur va diminuer, au profit du rouble, qui lui va s'apprécier. Une politique déjà pratiquée par la Banque centrale qui s'est débarrassée de plus de 10 milliards de dollars depuis début décembre. Mais après un plongeon du rouble de 9,5% lundi et 7% mardi, l'efficacité de cette mesure reste à prouver. Ces derniers temps, on assiste à une tendance générale à l'incertitude et au manque de confiance concernant les réformes et l'action du gouvernement. Par ailleurs, la population a été elle aussi gagnée par la panique depuis un peu plus d'un mois et achète massivement des devises étrangères. Une instabilité qui inquiète les entreprises étrangères présentes en Russie. Car tout ce qu'elles gagnent en roubles aujourd'hui sera donc converti en dollars ou en euros plus tard à un taux de change plus faible. Une situation que veut à tout prix éviter Apple. Ce mercredi, la marque américaine a décidé de suspendre ses ventes en ligne en Russie. En tout cas, un cercle vicieux infernal, puisque les Russes eux-mêmes participent au déclin de leur monnaie en tentant de vendre leur rouble. Et nous rejoignons Dov Zera en liaison depuis Paris. Bonjour. Bonjour. Expert en économie internationale, Dov Zera, un tableau très inquiétant pour la Russie et pour le Kremlin. La situation économique du pays semble totalement échapper aujourd'hui au contrôle de Moscou. Oui, c'est une situation inquiétante parce qu'elle survient déjà dans un ralentissement économique très important puisque dès septembre, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale révisaient de manière drastique les prévisions de croissance de la Russie en 2014, 2015 et 2016, ramener les prévisions de croissance de 3,3, 0,5, 0,6 pour cette année et les années à venir. Et là, avec ce qui est en train de se passer, la Russie va très probablement rentrer en grave récession économique. Ouais. Alors quand on regarde quand même cet enchaînement d'événements, est-ce qu'il n'y a pas eu une mauvaise communication de la Banque centrale, notamment faire monter brusquement, on sait, à 17% le taux directeur, ça a rajouté un petit peu plus, si besoin était, à la panique? C'est accessoire par rapport à une analyse historique de long terme. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Russie a eu du mal à sortir dans les années 90 du système soviétique. Les années Elstine ont été marquées par des défauts de paiement, par une dette difficilement gérable. Et tout cela a été effacé dans les années de Lénine grâce à l'augmentation du prix du pétrole et du prix du gaz. Les Russes ont bénéficié d'un effet d'aubaine et cela a amélioré tous leurs comptes. Et donc, à partir de ce moment-là, ils auraient dû diversifier leur économie. Ils n'ont pas réussi à sortir d'une économie de rente à une économie diversifiée, une économie industrialisée, avec beaucoup de points d'appui de production et de création de valeur. Et donc maintenant, avec le retournement du marché pétrolier, ils se retrouvent complètement confrontés à l'inverse de ce qu'ils ont connu en effet d'aubaine dans les années 2000. Et si on compare Dov Zera avec le contexte qui a provoqué le défaut de paiement de la Russie il y a 16 ans maintenant, est-ce que les ingrédients vous semblent réunis aujourd'hui pour une répétition de ce scénario à la faillite d'un pays finalement de 140 millions d'habitants quand même? On ne peut pas l'exclure, mais on est dans une situation différente où la dette a totalement diminué par rapport à ce qui était le cas dans les années 90 grâce à l'effet d'aubaine des années 2000. On est dans une situation où plutôt c'est la récession économique qui va intervenir, qui va être problématique pour l'ensemble du pays et la difficulté à gérer, je dirais, une spéculation massive face au rouble. Merci Dov Zera pour toutes ces explications. Merci à vous. Allez, notre dossier est consacré au problème du surendettement. Un chiffre d'abord, plus des 2/3 des Israéliens vivent aujourd'hui à crédit et c'est un phénomène qui touche tous les secteurs de la société, riches et pauvres, religieux ou laïcs. Il faut dire que ces dernières années, les faibles taux d'intérêt ont plutôt incité à l'endettement et face à l'ampleur du phénomène, c'est le milieu associatif qui se mobilise. On regarde ce reportage signé Anthony Lesme. Gil a repris le contrôle.
Père de 2 enfants, il travaille pour une société de pompes funèbres. Ses revenus sont très corrects, mais comme de plus en plus d'Israéliens de toutes les classes sociales, il a accumulé les prêts et s'est retrouvé endetté. Un jour, vous vous levez le matin et vous comprenez que juste vos dépenses au cours du mois, avec tous les prêts que vous devez payer, sont supérieurs à ce que vous recevez. Sortir de cette situation est très très difficile parce qu'il faut changer la façon dont vous vivez. Pour changer, Gil et sa femme ont demandé de l'aide, celle de Pahamonim, une ONG spécialisée. 2700 volontaires à travers tout le pays aident les Israéliens de toutes les communautés et de toutes les couches sociales. Depuis quelques années, le coût de la vie augmente avec pour impact une hausse des personnes endettées. Il y a encore 3 ou 4 ans, nous recevions entre 200 et 300 familles par mois. Et je dois dire que le mois dernier, nous en avons reçu 600. Ils éprouvent de plus en plus de difficultés à gérer leurs finances parce que d'un côté, leurs revenus n'ont pas progressé et de l'autre, les dépenses augmentent encore et encore. Vivre avec ce que l'on a, c'est la devise de Pahamonim. L'organisation aide chaque famille à redéfinir son budget, éliminer les dépenses inutiles, acheter moins cher les produits de première nécessité. Elle a conseillé à Gil de changer de supermarché. Il a alors économisé plus de 2000 shekels, $500 par mois. Et ce n'est pas tout. 400 shekels pour le câble, 100 pour le téléphone, 1000 pour le mobile. Le tout réuni, c'est entre 4000 et 5000 shekels par mois d'économie. Une somme qu'avant de connaître Pahamonim, je donnais aux autres au lieu d'en profiter pour moi-même. Le système bancaire israélien est pointé du doigt. Aujourd'hui, 67% des Israéliens vivent en débit. L'incitation et les facilités de prêt enferment certains consommateurs dans un cercle vicieux. Vous pouvez obtenir des prêts sans ouvrir un compte en Israël. C'est très facile, mais les taux sont très hauts. Les gens pensent qu'ils peuvent prendre ces prêts, payer les traites et rembourser à temps, mais ils sont parfois dépassés. Véronique Sarfati anime un groupe de volontaires Pahamonim à Ashkelon. La deuxième mission de l'organisation est aussi d'aider les familles à recomposer les crédits, rééchelonner les dettes. Elle-même accompagne les familles endettées à la banque pour renégocier les traites ou les taux. C'est souvent, selon ses mots, la bagarre. Et je leur dis de la même manière que tu as su les appeler pour leur donner un prêt, pour couvrir un découvert, que de toute façon ils n'avaient aucune chance de s'en sortir puisqu'ils n'avaient pas les outils. Aujourd'hui, ils ont fait appel à Pahamonim. Ils sont responsables, ils ont les outils, tu dois les aider. Et en général, ça se passe très bien. Voilà. Ralentissement de la croissance, hausse du coût de la vie, stagnation des salaires, faible protection des consommateurs, autant de facteurs qui menacent de surendettement de plus en plus d'Israéliens. Voilà, et si le sujet vous intéresse, vous trouverez plus d'informations sur www.pahamonim.org, le site donc de l'organisation dont on parle dans le reportage. Et sachez aussi que le nombre de pauvres en Israël a diminué de 9% l'an dernier, d'après des chiffres parus donc aujourd'hui. Alors on va élargir un peu ce débat sur le surendettement au reste du monde avec vous, Johanna Sitrud. Bonjour. Bonjour David. Bienvenue à vous. Alors Johanna, comment ça se passe en France lorsqu'on est surendetté? Quelles sont les solutions? Eh bien alors à la vue en Israël, ce sont des associations qui aident les surendettés. En France, ce sont les institutions. Il y a plusieurs solutions, ça dépend en fait du niveau des dettes. La première solution, c'est de tenter de régler le problème soi-même sans l'aide d'une tierce personne. Comment? En demandant des délais supplémentaires pour pouvoir payer ses créanciers, autrement dit les entreprises, les banques ou les personnes auxquelles on doit de l'argent, mais on peut également demander de rééchelonner ses dettes, c'est-à-dire d'étaler ses remboursements sur une période plus longue. Par exemple, plutôt que de rembourser 1000 € par mois pendant un an, on peut envisager de rembourser 500 € par mois pendant 2 ans. Alors si tout cela ne fonctionne pas, quelles sont les autres solutions? Alors si on a besoin d'aide pour sortir de cette situation, on peut saisir la commission de surendettement. Il s'agit d'une procédure qui, si elle est acceptée, peut avoir 3 issues différentes. La première possibilité, la commission fait office de médiateur. Elle tente en fait de trouver un accord amiable entre la personne qui est surendettée et ses créanciers pour établir ce qu'on appelle un plan de remboursement possible. Plus concrètement, la commission fait ce que la personne n'a pas réussi à faire seule. Autrement dit, renégocier le délai, le montant et les taux d'intérêt des remboursements. Oui, alors si aucun accord amiable n'est trouvé, comment ça se passe? Eh bien, c'est la deuxième possibilité. Si aucun accord n'est conclu à cause du manque d'argent ou simplement à cause du manque de bonne volonté, la commission peut toujours imposer certaines mesures au particulier qui est surendetté ou au créancier, ou alors faire des recommandations à un juge qui se chargera de l'affaire. Alors, dernière possibilité, quelle était lorsqu'on saisit la commission du surendettement, c'est bien ça? Oui, alors troisième possibilité, troisième
deuxième issue, c'est le particulier qui n'est absolument pas en mesure de régler ses dettes. Dans ce cas, la Commission peut ouvrir ce qu'on appelle une procédure de rétablissement personnel. Si le particulier surendetté ne possède que des biens vitaux, aucun bien de valeur, cette procédure lui permet d'effacer automatiquement l'intégralité de ses dettes. En revanche, si la personne surendettée possède un patrimoine qui peut être vendu, eh bien, elle peut alors procéder à une liquidation judiciaire, c'est-à-dire qu'elle va vendre ce qu'elle peut vendre pour régler une partie de ses dettes et ensuite le reste sera effacé. Rapidement, Johanna, est-ce qu'il y a des chiffres sur l'état du surendettement en France? Alors oui, chaque année, la Banque de France publie une enquête qui se base sur le nombre de dossiers acceptés par la commission de surendettement. En 2013, il y en a eu un petit peu plus de 195 000. Alors ce qui est intéressant également, c'est que ce document nous donne des indications sur le profil des surendettés français. On sait par exemple que la plupart vivent seuls, sont au chômage et ont entre 35 et 54 ans. Merci Johanna pour ce tour d'horizon très complet. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News et gros plan notamment sur le retour de la menace grecque. L'information continue, restez avec nous.